Madame, monsieur, bonsoir. Et revoilà le dossier des fausses factures à la une avec de nouvelles révélations signées de l'inspecteur de police Antoine Gaudinot, celui-là même qui a mené l'enquête. Une enquête qui ne lui a pas porté chance puisqu'il a été ensuite muté il y a 1 an et demi. Dans un livre qui s'appelle Enquête impossible, il affirme que le cours de la justice a été entravé et l'on apprend qu'un des témoins importants de l'affaire est l'actuel garde des Sceaux, Henri Nallet. Le dossier signé David Pujadas. L'enquête impossible, c'est celle de 2 inspecteurs, Alain Rayot et Antoine Gaudinot, l'auteur, 46 ans. Ce sont eux qui ont mis à jour les mécanismes de financement occulte des partis. Pour obtenir l'attribution des marchés publics, les entreprises de bâtiments versent des pots de vin aux partis et à leurs élus, pots de vin déguisés en contrats à des bureaux d'études bidons. Exemple, les affaires Sormaeux et surtout Urba, du nom d'un bureau par lequel 24 millions de francs auraient financé illégalement la campagne présidentielle de François Mitterrand. Mais ce qui est révélé aujourd'hui dans l'ouvrage, c'est la constance avec laquelle le pouvoir aurait tenté, selon l'auteur, de bloquer l'enquête par tous les moyens, notamment en muselant la justice. On s'aperçoit donc dans le livre et dans les faits que notre justice n'est pas indépendante du tout quand il s'agit d'affaires politiques naturellement. Ce qui signifie que lorsque le pouvoir veut faire éclater des affaires qui l'arrangent, rien ne l'empêche, et quand il veut étouffer des affaires qui le gênent, rien ne l'empêche non plus. Pourtant, Antoine Gaudinot poursuit ses investigations. En avril 89, l'affaire Urba devient brûlante. Il est muté quelques jours plus tard à la brigade des stupéfiants. Blocage encore et toujours, selon lui, lorsqu'à la fin de l'année, le pouvoir s'auto-blanchit en votant l'amnistie. Aujourd'hui, pourtant, Antoine Gaudinot compte plus que jamais se faire entendre, car l'affaire Urba échappe à l'amnistie. Un feu vert du ministre de la Justice suffirait à la relancer. Or, ce ministre n'est autre qu'Henri Nallet, ancien trésorier de la campagne électorale de François Mitterrand, qui aurait couvert des financements illégaux. Il s'avère donc que le nouveau ministre de la Justice a certifié des comptes qui étaient faux. On peut effectivement se demander s'il est normal que M. Henri Nallet ait la possibilité ou non de décider de poursuites judiciaires au terme desquelles il pourrait éventuellement être mis en cause personnellement. Un réquisitoire implacable, précis, un acte d'accusation qui ne pourra pas rester sans réponse. Oui, bien entendu, David Pujadas a voulu connaître les réactions d'Henri Nallet. En vain, pour l'instant, c'est le silence du côté du ministère de la Justice. Autre affaire de fausses factures que révélait à 20h Patrick Poivre d'Arvor, à Toulon, 8 dirigeants du Sporting Club, dont le président Alain Haas et son entraîneur Roland Courbis, ont été interpellés ce soir par des policiers. Ils sont encore, à l'heure qu'il est, placés en garde à vue. Et nous venons d'avoir une correspondance par téléphone d'Alex Panzani qui se trouve à Toulon. Alex. À l'heure qu'il est, les 8 dirigeants du Sporting Club de Toulon sont toujours gardés à vue dans les locaux de la brigade financière du SRPJ de Marseille, où ils ont été entendus une grande partie de la soirée. Leur interpellation n'a constitué qu'une demi-surprise pour beaucoup d'observateurs avertis qui savaient le club professionnel en sérieuses difficultés financières, et l'on parlait même d'un déficit de 50 millions de francs. En fait, il semble que le juge marseillais Zanotto leur reproche un trafic de fausses facturations mis en place avec la complicité de certains commerçants pour maintenir à flot la comptabilité du club. L'un d'eux, poursuivi pour fraude fiscale, a fait des révélations au magistrat instructeur qui a aussitôt déclenché une perquisition dans les locaux même du Sporting Club de Toulon, suivi de l'interpellation des principaux dirigeants, dont celle du président Alain Haas et de l'entraîneur Roland Courbis. Ce dernier, on s'en rappelle, avait déjà eu maille à partir avec la justice dans une affaire d'escroquerie au jeu. À Vaux-en-Velin, première journée calme depuis le début des incidents. Après 4 jours de violence, j'apprends tout de même que si c'est le calme à Vaux-en-Velin, il y a eu des incidents sporadiques dans des villes voisines, à Villeurbanne et Vénissieux. Des petits groupes d'individus ont harcelé les forces de l'ordre. Ils ont incendié des voitures et lancé des cocktails Molotov contre les policiers. Ce matin, au Conseil des ministres, François Mitterrand dénonçait les cités dortoirs, justement, qui provoquent le refus, dit-il, le désespoir et la difficulté du dialogue. Ce mercredi a vu la reconstitution de la mort dans des conditions mal éclaircies d'un jeune motard. Cette mort, vous le savez, qui a provoqué les violents affrontements de ces dernières heures. Sur place, Jean-Marie Delot.
Une reconstitution sous haute surveillance policière, sans incident et en présence des parents de la victime, le juge Taïbo a tenté d'y voir plus clair. Il a même prêté sa moto personnelle pour que Laurent Assébilé refasse son trajet de samedi. En fait, 3 reconstitutions ont été effectuées. Celle du policier Loriol, conducteur de la voiture de police, celle de Laurent Assébilé et celle du seul témoin qui s'est déclaré, l'homme qui suivait les gardiens de la paix. Une certitude, les policiers ont reconnu avoir déporté leur voiture sur la gauche. En revanche, l'interprétation est différente. Pour eux, c'était afin d'éviter la moto. Pour Laurent Assébilé, c'était un coup de volant volontaire. Vous pensez que cette reconstitution a apporté quelque chose, a été déterminante? Oui, déterminante. À peu près la vérité, oui. On saura la vérité. Et puis celui qui devra payer, payera et puis c'est tout. Si c'est moi qui devra payer, je payerai. Si c'est la police qui devra payer, ils paieront. Si tout le monde admet que le véhicule de police est bien mis en travers de la route, la question est de savoir dans quelle intention. Les relations entre policiers et deux roues au Mas du Taureau sont complexes. Ici, le verbe pare-choqué a été créé. Il évoque, selon les policiers, une pratique à laquelle se livrent les jeunes par goût de la provocation, faire semblant de foncer sur les voitures de police et les éviter. Les jeunes vaudés parlent du jeu des flics pour les intimider. On peut dire que c'est un jeu, puisque je me souviens d'une fois où on était justement sur la place et on voyait une 205 avec 2 inspecteurs, une 205 banalisée, toute blanche, avec 2 inspecteurs derrière qui suivaient 2 jeunes sur un chapitre et pour eux c'était la partie, ils étaient en train de rire, ils les suivaient, ils s'en foutaient de les frotter, de les faire tomber, ils s'amusaient, ils prenaient du plaisir. En attendant, Vaux-en-Velin a retrouvé un visage plus serein, un comité de jeunes vaudés s'est constitué et une pétition circule pour appeler à un retour définitif au calme. Sur cette affaire, cet après-midi, Michel Rocard, devant l'Assemblée nationale, a déclaré que pour lui, la reconstitution de cet après-midi a permis d'établir que l'accident et le décès de Thomas Claudio ne sont pas dus à un acte volontaire. Les Nations Unies ne se sont toujours pas prononcées pour condamner les forces de l'ordre israéliennes qui ont abattu 19 Palestiniens lundi à Jérusalem. Le Conseil de sécurité poursuit en ce moment même ses consultations. Si l'on sait avec certitude que la France est décidée à voter la condamnation d'Israël, les Américains, eux, ne se sont pas encore prononcés, même si en coulisses à New York, ils se disent prêts à le faire. Sur place à Jérusalem, 8 policiers israéliens ont été blessés légèrement par jet de pierre aujourd'hui. Dans les territoires occupés, ce sont 8 Palestiniens qui ont été blessés par balles. Marie-Claude Slick. Pour la seconde journée, les villages arabes israéliens de Galilée ont exprimé leur colère. À Sarnin, 10 000 personnes ont participé à une marche de protestation. La municipalité de la ville a lancé un appel aux instances internationales afin qu'elles dépêchent des forces pour défendre les Arabes. Le fait est sans précédent, les autorités des villes arabes d'Israël s'étant toujours tenues dans une certaine réserve. Ailleurs, dans plusieurs autres localités arabes israéliennes, des affrontements ont eu lieu pendant les manifestations entre des jeunes gens masqués et la police qui a répondu au jeu de pierre par des grenades lacrymogènes. À Jérusalem-Est, annexée par Israël en 1980, la population des quartiers arabes de Madéjouz et d'Al-Tour a manifesté toute l'après-midi. Des pneus ont été brûlés sur les axes d'entrée. De nombreux affrontements ont eu lieu. Là aussi, la police est intervenue avec des tirs de gaz lacrymogènes. Les forces de l'ordre semblent d'ailleurs peu faire usage de balles en plastique, pourtant habituelles en ces circonstances. Dans la vieille ville, ce matin, les musulmans se sont présentés à la mosquée Al-Aqsa, désormais réouverte. Des personnalités religieuses des confessions chrétiennes arabes de la ville sont venues présenter leurs condoléances. Les autorités de la mosquée ont montré aux patriarches grecs catholiques et grecs orthodoxes, ainsi qu'au maire de la ville arabe israélienne d'Oum el-Farem, les traces des affrontements de lundi. Parmi les fidèles présents, cette femme qui a perdu son fils lors de la fusillade sur l'esplanade. Je vous jure, nous allons les tuer, nous allons les étrangler, qu'ils jettent leurs armes, ils ne sont pas plus forts que nous. Le malaise est profond à Jérusalem. Le drame a radicalisé la population palestinienne. Du côté israélien, beaucoup s'interrogent, choqués par le drame, et comptent sur le travail de la commission d'enquête pour faire toute la lumière. Le Premier ministre, Yitzhak Shamir, a désigné aujourd'hui une commission indépendante de la police. Elle sera dirigée par le général de réserve Tzvi Zamir. Il devra rendre ses conclusions le plus rapidement possible. À Tunis cet après-midi, Yasser Arafat a estimé qu'il fallait lier la crise du Golfe à la question palestinienne. Pour le chef de l'OLP, le monde est en train de le comprendre et de citer notamment François Mitterrand et George Bush. 2 ministres français vont se rendre ce week-end dans le Golfe. Jean-Pierre Chevènement, il ira en Arabie Saoudite afin de suivre la fin de mise en place de l'opération Daguet.
Quant à Roland Dumas, eh bien, il se rendra à Oman, au Qatar et à Bahreïn, les pays que François Mitterrand n'a pas visités lors de son dernier voyage. Sachez enfin qu'un Boeing des Iraqi Airways devrait être évacué cette nuit même, 400 occidentaux, mais parmi eux, pas de Français. La politique française avec la victoire du Fabiusien Jean Auroux, élu président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, avec le soutien indirect des amis de Jean-Pierre Chevènement. Il s'agit autant d'un revers pour le jospiniste Henri Emmanuelli que pour le Premier ministre qui l'avait soutenu publiquement. Ruth Elkreïev. Tous le donnent perdant et pourtant il a le sourire. Le pas décidé, Jean Auroux, entouré du gros des troupes fabiusiennes, fait une entrée remarquée. À peine débarqué d'un avion qui le ramène de New York, Pierre Mauroy a sa tête des mauvais jours. Avec Lionel Jospin et Michel Rocard, il soutient le favori, Henri Emmanuelli, mais il sent que la bataille sera rude. C'est vrai qu'un troisième homme joue les troubles fêtes, un proche de Jean-Pierre Chevènement qui a annoncé qu'il se maintiendrait jusqu'à la fin. Et après 3 heures de vote et 3 tours de scrutin, c'est la surprise. Avec 4 voix d'avance, Jean Auroux est élu. Une victoire qu'il doit aux amis du ministre de la Défense. Mais pour l'heure, on prononce les phrases rituelles. Je vous ai dit que j'étais désormais le président du groupe tout entier et non pas d'un courant, d'une sensibilité. Écoutez, quand on gagne, on est content. Et quand on perd, on est déçu. Mais quand on fait de la politique, si on ne sait pas perdre, il vaut mieux faire autre chose, quoi. Pourquoi Jean-Pierre Chevènement a-t-il joué les gêneurs? Peu soutenu par Michel Rocard sur la crise du Golfe, il n'a pas apprécié en plus d'être traité en menu fretin à la direction du PS. Le choix résulte sans doute des diverses déclarations du Premier ministre qui nous a fait comprendre que l'alliance était exclusivement entre Michel Rocard et Lionel Jospin. Ce qui a sans doute, je le suppose, déçu quelques membres de Socialisme République. L'épisode d'aujourd'hui n'est pas seulement un rebondissement de plus dans la guerre interne du Parti socialiste. En filigrane, c'est une étape importante dans les relations complexes entre François Mitterrand et Michel Rocard. Il y a 7 mois, après le congrès de Rennes, Laurent Fabius était sorti affaibli. Aujourd'hui, il a pris sa revanche, et sa revanche, dit-on, ne déplaît pas à François Mitterrand. En face, ce n'est pas Lionel Jospin qui apparaît battu, mais bien Michel Rocard, le Premier ministre, qui s'est engagé clairement aux côtés d'Henri Emmanuelli. Il s'est engagé, il a parié et il a perdu. Alors cet après-midi, dans les couloirs de l'Assemblée, de nombreux députés observaient que non seulement le Premier ministre n'avait pas de majorité à l'Assemblée nationale, mais aujourd'hui, il a perdu la majorité au sein de son propre groupe parlementaire. Ce matin, à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, quelques centaines d'agriculteurs ont manifesté au moment où l'avion de François Mitterrand allait atterrir. Le président de la République venait inaugurer la nouvelle usine Clément Ader de l'aérospatiale. Les forces de l'ordre sont intervenues pour empêcher les agriculteurs de pénétrer sur la piste. Un manifestant a d'ailleurs eu la main arrachée par l'explosion d'une grenade lacrymogène lors des affrontements assez violents, comme vous pouvez le voir. Le chef de l'État, lors de cette inauguration, a rendu hommage à l'Europe de la volonté, symbolisée pour lui par les efforts d'aérospatiale en faveur du consortium européen Airbus. Carole Veneur. Les violentes manifestations paysannes n'auront pas pour autant retardé l'arrivée de François Mitterrand sur le lieu de la cérémonie. Le chef de l'État aura donc inauguré sans encombre la plus grande usine aéronautique d'Europe construite par l'aérospatiale à Toulouse-Coulommiers. 500 mètres de long, 46 de haut, ce méga-centre dédié au père de l'aviation, Clément Ader, est comparé à une cathédrale industrielle. C'est ici que seront assemblés les futurs Airbus long courrier A330 et A340. Devant plusieurs milliers de salariés du groupe et d'invités, François Mitterrand a rendu hommage à l'aéronautique européenne. Ensemble, en Europe, plaçons plus haut encore nos ambitions pour demain, afin d'acquérir le premier rang des technologies mondiales. Puis le chef de l'État a dressé un bilan des succès de l'entreprise nationale qui a su promouvoir aussi bien les Airbus que les avions de transport régionaux ATR. L'usine Clément Ader permettra à Airbus d'atteindre en 1995 une production, tous modèles confondus, de 21 appareils par mois, soit les 2/3 de ce qu'accomplit actuellement le géant américain Boeing. À Nord-sur-Erdre, près de Nantes, une trentaine d'agriculteurs occupent cette nuit même une agence du Crédit Agricole. Ils réclament des prêts à taux nuls pour des éleveurs touchés par la sécheresse et la chute des cours de la viande.
La grève des dockers a paralysé aujourd'hui tous les ports français. Seul le trafic passager a été maintenu. Ce mouvement organisé par la CGT visait à manifester la solidarité de la profession avec les dockers de Dunkerque qui entament leur 3e semaine de grève. Mort d'un grand syndicaliste, Eugène Descamps, à l'âge de 68 ans, il fut secrétaire général de la CFTC avant qu'elle devienne la CFDT et avant également de laisser sa place à Edmond Maire, c'était en 1971. L'emploi, avec la dernière enquête de l'INSEE, malgré le ralentissement de l'activité, eh bien, les entreprises ont continué à augmenter les effectifs. Mais en raison du nouveau choc pétrolier, cette amélioration ne devrait pas continuer et l'on va reparler de la priorité à l'emploi sur les salaires, Emmanuel. Oui, signe du retournement de tendance. Au printemps, on parlait des salaires. Avant l'hiver, on reparlera de priorité à l'emploi. Les enquêtes de l'INSEE montrent que le ralentissement de croissance aura en fait commencé en 89, bien avant le nouveau choc pétrolier. Mais en économie, il faut piloter avec des compteurs en retard. Alors que l'activité faiblissait, les entreprises ont continué à miser sur l'expansion en embauchant et en augmentant les salaires. Résultat, et c'est là le problème, sans s'en rendre compte, on a inversé dans le mauvais sens le doseur essentiel du moteur économique, le fameux partage de la richesse, de la valeur ajoutée entre les entreprises et les salariés, en redonnant la priorité à la part des salariés aux dépens de la part des entreprises qui commandent la capacité de compétition. C'est là qu'il faut renverser la vapeur, car sur des marchés en crise, il y a automatiquement une guerre des prix. Et si vous avez des coûts salariaux trop élevés, vous perdez des débouchés, de l'argent et vos emplois. Au contraire, si vous parvenez, par un effort sur les salaires et sur la productivité, à redonner la priorité à la part des entreprises au taux de marge, vous pouvez à la fois défendre vos marchés en serrant les prix, investir pour vous moderniser et vous sauver les emplois. Donc priorité à l'emploi, mais une condition tout de même pour la réussir, il faut mettre les salariés dans le coup pour qu'ils n'aient pas l'impression qu'on profite de la crise pour les sous-payer. Et là, en matière de participation, nous avons encore de gros efforts à faire. Merci Emmanuel. Quelques télégrammes du monde. Au Rwanda, selon certaines informations, plus de 1000 civils auraient été massacrés par l'armée lundi dernier. Le président rwandais Habyarimana a démenti la nouvelle ce soir. En Inde, une soixantaine de personnes ont péri dans l'incendie d'un train, un incendie criminel provoqué par un mouvement de gauche qui s'est défini comme défenseur des castes les plus défavorisées en Inde. Enfin, en Allemagne, arrestation de 8 espions soupçonnés d'avoir appartenu à la Stasi. D'autres nouvelles en bref et en images avec Muriel Borde. Le PCI n'est plus. Depuis près de 70 ans, on l'appelait le Parti communiste italien. Hier, il a laissé la place au Parti démocratique de la gauche. Une décision suscitée par les événements de l'Europe de l'Est et le désistement de 400 000 adhérents au parti en moins d'un an. On saura peut-être enfin ce qui s'est passé après l'enlèvement d'Aldo Moro en mars 1978. Des photocopies de manuscrits de l'ancien président de la démocratie chrétienne ont été découvertes dans un ancien local des Brigades Rouges. Ces documents révèlent les conditions des 55 jours de détention d'Aldo Moro par le groupe terroriste. Mission accomplie pour Discovery. La navette américaine a effectué le lancement de la sonde européenne Ulysse en vue d'une étude du Soleil. Un voyage de 4 jours dans l'espace qui s'est achevé hier sur la base aérienne Edwards en Californie. Saisie record de cocaïne aujourd'hui à Francfort, la plus grosse effectuée en Europe, près d'1 tonne. Et 7 trafiquants ont été arrêtés, Véronique Lafont. 1 tonne de cocaïne saisie, de quoi satisfaire 10 000 toxicomanes pendant un an. Valeur 660 millions de francs, un coup de filet qui représente la plus grosse prise de cocaïne d'Europe. Ce sont les allées et venues d'un Colombien de 48 ans qui ont éveillé les soupçons de la police. L'homme se prétendait représentant du gouvernement de Bogota, venu en Allemagne pour y vendre du café. Et c'est au moment où il remettait son chargement à plusieurs inconnus dans une arrière-cour de Francfort que les forces de l'ordre sont intervenues. L'opération a permis de mettre la main sur tout un gang de narcotrafiquants, un Autrichien, un Allemand, un Vénézuélien et 4 Colombiens, dont tout indique qu'ils travaillaient en liaison avec le cartel de Medellín. Le feuilleton de la 5, suite mais pas fin, avec une déclaration de Catherine Tasca devant l'Assemblée nationale. La situation actuelle, a-t-elle dit, la situation actuelle de la chaîne est la preuve renouvelée de sa non-viabilité économique. Puis le ministre délégué chargé de la communication a souligné que le dossier de recomposition du capital de la 5 en son état actuel pose du point de vue du pluralisme des questions sérieuses. Au programme des sorties cinéma de la semaine, le premier film d'un jeune réalisateur américain, Whit Stillman. Métropolitan, c'est le nom de ce film, un sujet original.
C'est le portrait de la haute société américaine. Alors des lambris, des taffetas, un décor tout en noir et or, où évoluent des personnages sortis d'un roman de Fitzgerald. Guylaine Chenu. It's always been one of contempt. Yet it is precisely the bourgeoisie which is responsible for nearly everything good which has happened in our civilization. De jeunes gens bien mis qui discutent à la lueur des chandelles sur le sens du mot bourgeoisie. La scène a de quoi surprendre, elle se passe à New York dans la haute société. Ils s'aiment, se déchirent et dissertent à n'en plus finir selon des codes et des rites bien définis. L'heure de gloire de ces gens-là fut la Première Guerre mondiale et les années 20, comme l'univers que décrivait Scott Fitzgerald jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale. Depuis, cette élite est devenue de plus en plus réduite et marginale. Le film raconte 1 ou 2 semaines dans la vie des personnages qui, après avoir appartenu à ce monde agnostique et en voie de disparition, vont retourner à l'université pour connaître les mêmes expériences que tout le monde. Premier film d'un jeune réalisateur américain, un budget étriqué et des acteurs inconnus du grand public. Un défi qui a demandé des trésors de volonté et de persuasion. Les producteurs pensaient que les Américains non seulement seraient choqués, mais qu'ils seraient aussi blessés par le sujet. Aux États-Unis et dans bon nombre de pays, l'appartenance à une classe sociale est très forte, si bien que tout le monde est choqué quand on en parle. Un sujet et un regard original sur des marginaux situés tout en haut de l'échelle sociale. Un monde en voie de disparition, analysé avec beaucoup d'humour par un cinéaste ethnologue. Il me reste à vous donner les résultats du loto. Il vous fallait cocher le 1, le 6, le 21, le 23, le 32, le 37, avec comme numéro complémentaire le 45. Voilà pour le premier tirage. Pour le deuxième tirage, le 7, le 11, le 17, le 38, le 39 et le 43, avec comme numéro complémentaire le 17. Le 16, pardon. Avant de nous quitter, je vous rappelle les prochains rendez-vous avec l'information. Dans quelques instants, la météo d'Alain Gillot-Pétré, suivie de la chronique boursière de Franck Bedou. À 7 h, Jean-Michel Leliot. Et puis, je vous recommande, vers 22 h 30, un ex-libris spécial consacré à la drogue, très intéressant. Patrick Poivre d'Arvor recevra en particulier Kim Wozencraft, qui vient de publier aux éditions Fixo, Roche. C'est un best-seller. Il s'agit d'un roman autobiographique, l'histoire d'une femme policier tombée dans le piège de la drogue pour pouvoir mieux infiltrer les milieux des dealers. Une histoire peu banale, vous le verrez, un témoignage à ne pas manquer donc demain soir dans Ex Libris. Quant à moi, bien, je vous retrouverai un peu plus tard, en fin de soirée. Bonne nuit à tous. Les infos par téléphone au 36 6 5 4 3 2 1. 24 heures sur 24, retrouvez toute l'actualité. Les infos avec TF1 36 6 5 4 3 2 1.